Bien, merci François Guy. Et je remercie aussi les organisatrices de ce colloque de m'avoir convié aujourd'hui à parler d'investissement, puisque le thème, je l'ai compris de la façon suivante, la question qui m'était posée, est-ce que le droit de la concurrence incite les entreprises à réaliser des investissements ou des désinvestissements d'ailleurs, favorables à la transition énergétique. Alors, j'étais un peu, première difficulté commune aux deux tables rondes, si j'ose dire, c'est qu'il n'y a pas un droit de la concurrence, il y a des droits de la concurrence qui poursuivent des objectifs différents, et concilier chacun de ces objectifs avec les objectifs de changement climatique aboutissent en réalité à des résultats contradictoires. Donc, je vais bien spécifier de quoi je parle, parce que le droit de la concurrence n'a pas de sens, si vous voulez. C'est un mot qui n'a pas de sens. C'est une coquille. Les droits, moi je préfère parler de concurrence déloyale, aide d'État, pratique anticoncurrentielle ou des choses comme ça. Alors, pour commencer, sur l'information, moi je le prends dans le sens comptable, et dire l'information comptable, c'est une donnée très importante pour les entreprises. C'est une donnée très importante pour les entreprises, et c'est une donnée très importante pour les politiques publiques qui veulent inciter les entreprises à investir dans un domaine ou un autre, ou désinvestir dans un domaine ou un autre. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement ? C'est engager une somme d'argent en acceptant un risque pour accroître ses bénéfices futurs ou pour faire une économie, éviter une perte. Alors, bien évidemment, on est d'emblée soumis à un calcul comptable, parce qu'il s'agit de se projeter dans l'avenir, un gain ou une économie future, et puis une dépense actuelle, et un calcul de risque. Donc vous voyez que c'est... Et on a besoin d'informations pour cela. Alors, c'est très facile aussi pour les politiques publiques de jouer en aggravant les coûts ou en soulageant les coûts. Et c'est comme ça qu'on fait des calculs très savants sur ces questions, et c'est pour ça que le droit de la concurrence est toujours corrélé à des questions économiques ou comptables. Alors, une fois que vous avez compris ça, quel est le rôle du droit de la concurrence ? Est-ce qu'il est incitatif ou non ? Eh bien, j'ai envie de vous répondre que ce n'est pas son objet premier, parce que si on prend le droit de la concurrence seul, on va être très déçu. En réalité, il faut comprendre que le droit de la concurrence, notamment au niveau européen, est un outil dans une boîte à outils. Et il n'est que l'un des outils de cette boîte à outils. Et si on le prend seul, on ne comprend pas sa cohérence. Il faut comprendre les autres outils pour comprendre quelle est la fonction du droit de la concurrence dans cet ensemble. Si je parle du droit européen, la Commission européenne, elle, a une politique très simple. Elle a ouvert à la concurrence les marchés de l'énergie dans les années 90, notamment le gaz et l'électricité, ce qui a débouché très vite, compte tenu de la place historique d'opérateurs historiques monopoliseurs, à un droit de la régulation de l'énergie. Et c'est dans ce droit de l'énergie qu'on retrouve en réalité les considérations environnementales, puisque je dirais le tournant est plutôt 2005-2007 à peu près, où on commence à avoir des textes. D'abord, il y a des résolutions, des déclarations, puis des premières directives qui se préparent, puis des lignes directrices. Donc, on est au tournant 2007, je dirais, à peu près, où on commence à avoir des normes environnementales, mais dans le droit de l'énergie. Et donc une espèce de combinaison du droit de l'énergie et du droit de l'environnement. Et évidemment, le droit de la concurrence est un peu exclu parce que on fait directement du droit de l'environnement et on n'a pas besoin de droit de l'énergie. Et le pilier de tout cela, c'est le système d'échange des quotas d'émissions d'effet de serre. Pourquoi ? Parce que l'idée de la Commission part d'une idée très simple, c'est pollueur-payeur, que vous connaissez. Et qu'est-ce que ça veut dire pollueur-payeur pour la Commission européenne ? C'est que les entreprises doivent supporter l'intégralité du coût de la pollution qu'elles font subir. Et comment ? Et le système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre a pour objet de faire un coût artificiel
du moins un coût artificiel, un coût supplémentaire pour les entreprises a posteriori, en quelque sorte, pour leur dire vous allez payer votre pollution. Donc, cette stratégie de charge a pour but d'inciter les entreprises à désinvestir dans les domaines où dans les domaines d'énergie carbone. Voilà. Et de l'autre côté, la phase positive du dispositif européen, c'est d'inciter les entreprises à investir dans des changements d'infrastructures, dans la modernisation des infrastructures, dans l'utilisation des nouvelles technologies pour distribuer l'énergie, et de mettre à disposition des fonds européens structurels très importants avec des appels d'offres organisés pour des projets sur des années. C'est comme ça que la France a bénéficié de 2 951 millions d'euros pour le projet ITER, vous savez, fusion nucléaire, qui n'est pas de l'énergie fossile, donc qui a pu bénéficier de ces dispositions. 665 000... Le nucléaire. Un peu fossile quand même. C'est comme ça que c'est présenté par la Commission, en tout cas. 661 millions pour des éoliennes... pour la pile à combustible et à hydrogène. Voilà, c'est la stratégie de la construction européenne. Alors, dans cette stratégie, comment vient se placer le droit de la concurrence ? Eh bien, le droit de la concurrence, il intervient par le biais du droit des aides d'État, et il intervient d'une façon subsidiaire, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie de l'action, le marché d'abord, la régulation ensuite, et les aides enfin. Et pour qu'un État puisse adopter des mesures d'aide en faveur des énergies renouvelables, il faut qu'il aille voir la Commission européenne. Il y a 7 conditions, je ne vais pas vous les reprendre, pour pouvoir édicter une mesure d'aide. Et notamment, parmi celles-ci, il doit démontrer 3 choses qui me semblent très importantes. Que le marché est défaillant, par exemple les green bonds, voilà, en disant l'entreprise ne peut pas avoir recours à un financement par le biais du marché financier ou autre. Et donc, il y a une défaillance du marché parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement, par exemple. Voilà. Première condition. Deuxième condition, il faut démontrer à la Commission, c'est de l'information qu'il faut fournir, notamment avec plein de documents comptables, la régulation telle qu'elle existe, le droit de la régulation tel qu'il existe, n'est pas satisfaisant, notamment le principe pollueur-payeur n'est pas suffisant. Et donc, aussi, la Commission est très attentive au fait qu'une entreprise qui va bénéficier d'une aide ne va pas utiliser cette aide pour compenser le fait qu'elle ait à payer la pollution. Je veux bien, par exemple, il y a des aides pour sortir du charbon. Vous savez, j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est très important. Il y a dans le traité des choses, il y a des textes qui viennent. Il y avait 3 traités à l'origine européens, Euratom et CECA, charbon et de l'acier. Aujourd'hui, il y a encore dans les traités des textes qui viennent de ces traités, et donc qui sont hors champ d'application du droit de la concurrence. N'oubliez jamais que l'Union européenne, du moins son ancêtre, s'est créée sur des questions énergétiques et sur des questions où le droit de la concurrence n'avait pas de mot à dire. Donc on a cet héritage, ce qui explique en grande partie ITER, puisque c'est de l'Euratom, c'est sur le fondement des dispositions Euratom, et ce qui explique que le droit de la concurrence ne s'applique pas vraiment. Il s'applique comme un chien de garde du droit de la régulation énergétique, pour éviter que les États adoptent des mesures qui viennent paralyser, détourner le droit européen de la régulation énergétique, et en France, le droit adopté par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. J'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Ce qui est très très bien avec Georges Decock, c'est qu'il est passé directement, vous l'avez vu, subtilement, de l'information à l'action, et ici, à l'action, en l'occurrence, encadrée et accompagnée, en refluant donc vers cette prise en compte de l'action. Comment est-ce que se manifeste, par ailleurs, il y a quand même un mot que tu as employé sur lequel je veux insister beaucoup, qui est
le parangon de l'action probablement autour de ces enjeux et qui paradoxalement est une action négative, enfin, qui est positive mais qui a un effet négatif, c'est le désinvestissement. C'est troublant, comme tu as insisté, tu as employé à plusieurs reprises cette expression de désinvestissement. Il y a 5 ans, quand on parlait de désinvestissement, tout le monde riait. Vous n'y pensez pas, désinvestir de chez Total, c'est pas sérieux. Et aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont des enjeux absolument colossaux.